le paysage en climat polaire et montagnard, autrement dit en climat là où il y a la présence de glace, hein, de glaciers. Et donc, on avait regardé cette diapositive qui nous présentait les différentes parties en fait de ce relief, de ce paysage glaciaire. Et je vous avais dit hein, que l'altération allait être surtout dominée, enfin, et surtout de l'altération physique, et notamment liée à la température, la thermoclastie, hein, liée à des écarts de température importants, liée aussi au gel et au dégel de l'eau, hein, la gélifraction ou cryoclastie, si on a deux mots qui veulent dire la même chose, et enfin surtout à l'écoulement de la glace qui va créer du coup un rabot glaciaire. Hein. Donc il faut imaginer que cette glace qui est en bleu, vous voyez bien mon diaporama et ma souris. Donc la glace là qui est mise en bleu, en fait, va vraiment s'écouler. Hein. Et donc du coup, comme elle transporte des roches, et ben ces roches vont frotter contre les parois et il y a véritablement un rabot, un phénomène de rabot, un glaciaire, ce qui donne du coup les moraines, hein, des accumulations sur le côté du coup du glacier, hein, qu'on appelle les moraines. Alors si c'est devant le glacier, moraine frontale, si c'est sur le côté, moraine latérale. Si la moraine est au fond du glacier, sous la glace, moraine du coup de fond. Hein. Et puis quand deux glaciers se rejoignent, notamment un petit glacier qui est du coup dont on parle, on le qualifie du coup de tributaire par rapport au glacier principal, et la moraine latérale du glacier, les deux moraines latérales qui confluent l'une vers l'autre donnent ce qu'on appelle une moraine médiane. Ici, vous avez la coupe. Alors, dans le glacier, généralement, on distingue deux zones, hein, le cirque glaciaire et la langue glaciaire. Entre les deux, on a ce qu'on appelle une zone d'équilibre, puisque ici, dans le cycle glaciaire, le bilan est positif, il y a plus de précipitations que de fonte, alors que dans la langue glaciaire, il y a plus de fonte que de précipitations. Et quand on est au niveau de la ligne d'équilibre, ça veut dire que on a un bilan qui est nul au-dessus, du coup, on est en bilan positif et en dessous, on est en bilan négatif. Et si je fais le bilan de tout, hein, de toutes les zones, si elle est positive, le glacier progresse. S'il est négatif, le glacier, du coup, recule. Donc, du coup, cette glace, elle s'accumule ici, en haut, et puis elle s'écoule. Et bien évidemment, il n'y a pas d'espace qui se crée entre la roche et la glace, puisque tout simplement, les précipitations vont combler, si vous voulez, l'espace qui va être mis à disposition. Au passage, ici, le fond, généralement, peut être, quand on a la présence comme ça de blocs de sérac qui sont délimités par des fissures, c'est qu'au fond, en fait, il y a une sorte de relief, une bosse qu'on appelle du coup le verrou. Hein, c'est souvent une roche qui est moins érodable par le rabot glaciaire, et en amont, on a généralement un surcreusement qu'on appelle l'ombilic. D'ailleurs, quand le glacier disparaît, hein, ça donne souvent ce qu'on appelle du coup un lac glaciaire, hein, puisque du coup le verrou va retenir de l'eau en amont qui va remplir du coup l'ombilic et ça donne du coup un lac. À l'avant, j'ai oublié de dire que le glacier, comme ils font, il donne des eaux, hein, de l'eau, et qui donne du coup des torrents glaciaires. Donc si je reprends du coup je vais y arriver, changer de fenêtre, l'exercice. Hein, donc vous pourrez regarder, mais je vous ai fait, je vais le poster. Alors oui, déjà la première chose, c'est comment on pouvait expliquer du coup les versants très abrupts. Hein, donc on avait dit, c'est tout simplement la thermoclastie, la cryoclastie, donc de l'altération physique qui va du coup entraîner des reliefs très pentus, hein, des aiguilles et non pas des reliefs très émoussés en forme de dôme. Je vous ai mis ici, vous pourrez regarder du coup la correction sur les différentes parties d'un glacier, ici la mer de glace. Hein, donc ici la mer de glace, elle est constituée dans cette zone-là d'un cirque glaciaire du glacier principal. Hein, ici, on a ensuite la langue glaciaire qui est associée. On a deux autres petits glaciers, donc des glaciers tributaires dont les cercles sont ici et là,
D'ailleurs, ici, on a une langue glaciaire qu'on voit et qui fusionne avec l'autre langue glaciaire. Là, il y a à peine de langue glaciaire puisque le cercle débouche directement sur la langue finalement glaciaire de ce glacier-là. Alors, ils ont des noms, vous pourrez regarder la carte IGN. Et puis là, on a la fin de la langue glaciaire commune, qui est du coup la mer de glace. Donc, à l'avant, on a les moraines, du coup, frontales. Sur les côtés, tout ce qui est gris ici sur les côtés, ce sont les moraines latérales, d'accord. Et ici, on voit bien qu'il y a une moraine latérale et une autre moraine latérale qui fusionnent. Et donc, dans cette zone-là, on aurait une moraine médiane. Donc, si je me rapproche pour voir un petit peu mieux, si je zoome ici sur cette zone-là, je vois que effectivement dans cette zone-là, j'ai des fissures qui délimitent des blocs qu'on appelle les séracs. Et ici, on a la zone de jonction de séparation entre la glace ou la neige et la roche, c'est ce qu'on appelle la rimaire. Si je zoome un petit peu plus en aval, je vois bien les bandes de Forbes avec les bandes claires et les bandes sombres. La bande claire, c'est une bande qui correspond à l'hiver. La bande sombre, c'est une bande qui correspond du coup à l'été. Donc, un hiver plus un été, ça fait une année. Et ici, on voit très bien du coup la moraine. D'ailleurs, on arrive à même apercevoir des blocs dans cette moraine, comme ici, des petits grains. Ici, on a une moraine latérale du glisser tributaire qui devient du coup une moraine ici médiane, mais qui très rapidement redevient une moraine latérale. Donc voilà. Pour la question 3, il fallait calculer la vitesse d'écoulement. Donc je vous ai remis du coup la correction ici. Il suffisait du coup de calculer la longueur en fin de compte là où on voyait les bandes de Forbes. Et ensuite, il fallait du coup compter le nombre. J'ai compté ici sur 2,97 km, 29 bandes claires et 29 bandes sombres. Ça fait du coup 29 bandes de Forbes, 29 années. Et du coup, je tombe sur un résultat qui est autour de 100 mètres par année. Donc ça veut dire que concrètement, mon glacier s'écoule à une vitesse de 100 mètres par année. Par contre, la vitesse n'est pas tout à fait la même. Elle est plus importante au centre du glacier que sur les côtés, tout simplement parce que sur les côtés, en fin de compte, la glace va frotter contre la roche et donc ça va la ralentir. Et du coup, on se retrouve avec des bandes de Forbes qui sont arquées. Alors ici, quatrième question. On avait regardé du coup une moraine. Alors pas la moraine de la mer de glace puisque j'ai pas trouvé de photos, mais une moraine d'un glacier qui se trouve en Suisse, donc tout à fait normal. On voit le petit bonhomme là qui est en train de faire du trek sur cette moraine. Sûrement une moraine plutôt latérale puisqu'on a la glace sur le côté. Et on voit du coup qu'elle est constituée de différents sédiments. Alors déjà, c'est des sédiments qui sont meubles. Donc la moraine, c'est une, j'ai oublié, roche sédimentaire. Donc j'ai oublié le mot roche, sédimentaire détritique terrigène, puisque ce sont des produits issus de l'altération et de l'érosion, de l'altération physique de roches continentales et qui sont ensuite érodées, embarquées par le glacier. Et comme c'est pas consolidé, on dit que c'est meuble. Et à l'intérieur, on voit que les sédiments, ils sont de toute taille. Vous voyez bien qu'on a des gros blocs qui sont métriques, mais il y a aussi des blocs qui vont être centimétriques, donc on va qualifier plutôt de gravier. Et puis, il y aurait aussi des grains de sable, et puis il y a aussi des argiles. Donc, ça va de l'argile au bloc. Donc, on dit qu'il n'y a pas de trigranulométrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en gros, qu'une seule taille, que des argiles, que des sables, que des siltes, que des blocs, que des graviers. Non, on a tout un mélange. Alors, en plus d'avoir tout ce mélange, c'est pas classé, c'est-à-dire qu'on voit pas les argiles d'un côté, puis ensuite les siltes de l'autre, puis ensuite les sables, puis ensuite les graviers et enfin les blocs. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement tous mélangés. C'est-à-dire que les argiles sont au contact des blocs, qui sont au contact des graviers. Tout a été mélangé. Donc il n'y a pas de granoclassement. Le granoclassement, c'est s'ils avaient été organisés en couches ces différents sédiments, ces sédiments de tailles différentes. Donc, on aurait eu d'abord, par exemple, les argiles les plus fines, puis ensuite les siltes, puis ensuite les sables, puis ensuite les graviers, puis enfin les blocs les plus gros. Quand on regarde aussi, on voit bien que les blocs ont des couleurs différentes, donc ça veut dire qu'elles sont bien de nature différente. Ces sédiments sont de nature différente. Et enfin, globalement, c'est pas des galets. On voit bien qu'il y a des formes plutôt anguleuses. Donc, c'est les sédiments les plus gros. Là, on voit bien qu'il y a des formes anguleuses. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de transport.
et pas un peu là. Il y a eu peu de transport. Donc ces caractéristiques, eh ben, ça montre en fait que les sédiments, ils ont été très peu transportés. S'ils avaient été transportés longtemps, eh ben, ils auraient été érodés. Hein. Et du coup, on aurait des formes beaucoup plus rondes, hein, ressemblant plutôt à des galets. Alors que là, comme c'est très anguleux, ça veut dire que c'est très peu transporté et que ça n'a pas été transporté de façon turbulente. Parce que si ça avait été transporté de façon turbulente, il y aurait aussi des chocs et ça aurait été, les formes auraient été plus arrondies. Hein. On voit aussi, si le transport avait été long, eh ben, il y aurait eu un tri, hein, c'est-à-dire qu'on aurait séparé les plus petits sédiments des plus gros sédiments. Hein, donc tout ça, ce sont des caractéristiques, on voit bien, d'un transport glaciaire. Alors, là, est-ce qu'il y a des questions du coup sur cette photographie? Donc là, j'arrive, en regardant du coup cet affleurement, je suis capable de dire, bon bah voilà, mes sédiments, ils ont été très peu transportés. Hein. S'ils avaient été beaucoup plus transportés, ils auraient des formes beaucoup plus rondes. Et ils ont été transportés aussi de façon laminaire, ça veut dire qu'ils ont été tous à la même vitesse, hein, et non pas de façon turbulente, hein, où il y aurait eu des chocs et ce qui aurait du coup trié et arrondi du coup les sédiments. Les chocs auraient érodé, émoussé du coup les arêtes, ça aurait donné des galets, ça aurait donné des choses beaucoup plus arrondies. Et puis les chocs auraient aussi détruit les sédiments qui auraient été les plus fragiles. Donc il y aurait eu un tri. Au niveau de la nature, on n'aurait plus qu'un type de sédiment. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Question 5, donc il fallait faire des coupes topographiques en fait des vallées. Donc là, j'ai fait les deux vallées. Donc la vallée de Chamonix, hein. Donc on voit que c'est une vallée qui est en U, hein, on voit qu'il y a un fond plat. Et la vallée d'Aston, ou d'Aston, je ne sais pas comment on dit, hein, une vallée qui est vraiment en V, hein, qui est vraiment incisée. Alors en fait, pourquoi on n'a pas les mêmes vallées? Donc là, on est dans les Alpes, là, on est dans les Pyrénées. En fait, on n'avait pas les mêmes vallées parce qu'en fait, l'agent qui a sculpté ces vallées n'est pas le même. Dans la vallée de Chamonix, c'est une vallée glaciaire, caractéristique avec sa forme en U. Donc en fait, le glacier, à un moment donné, lors de la dernière glaciation, avait été présent jusque dans la vallée de Chamonix, donc au niveau de la ville de Chamonix, et du coup a érodé, a raboté du coup le fond de la vallée et donne ces vallées caractéristiques à fond plat, hein, donc qu'on dit en U. Hein. Donc les deux bords qui sont redressés, puis un fond qui est plat. Et le V, c'est une vallée à ce moment-là fluviatile, c'est-à-dire que l'agent qui a creusé la vallée, là, c'est l'eau liquide et pas l'eau solide. Donc, c'est un cours d'eau. Hein. Donc, c'est la rivière Aston ou Aston, hein, qui passe à l'intérieur de cette vallée et qui, du coup, érode et donne une vallée plus incisée, hein, vallée en V. Alors, quel est l'intérêt de ces vallées glaciaires? Si je regarde où sont mes vallées glaciaires, je peux savoir du coup quelle a été l'extension des glaciers alpins lors de la dernière glaciation. Hein. Donc des vallées glaciaires, en fait, on en retrouve bien plus loin que les glaciers actuels. Hein. Et notamment, regardez ici, vous allez rencontrer par exemple jusque dans la zone de Lyon. Hein. Et tout simplement, c'est que les glaciers lors de la dernière glaciation, je vous rappelle qu'on est en période interglaciaire, donc dans une période plutôt chaude, lors de la dernière glaciation qui est la glaciation Würm, mes glaciers s'étendaient beaucoup plus loin. Et là, toute la zone qui est comprise dans le trait qui est violet était recouverte d'un immense glacier, hein, on pourrait dire d'une sorte de calotte glaciaire. Et donc, du coup, ces glaciers ont érodé les vallées, hein, des vallées qui sont bien plus loin que les glaciers actuels. Donc du coup, j'ai pu en regardant du coup les vallées glaciaires et en datant du coup ces vallées glaciaires, on peut du coup définir l'extension de la calotte glaciaire de la dernière glaciation Würm, et c'est celle-ci. On a pu faire le même travail pour les autres glaciations. Hein, avant le Würm, il y a eu la glaciation Rhys, et encore avant la glaciation Mindel. Et donc, du coup, on a pu aussi définir l'extension de la calotte glaciaire alpine, hein,
pour ces deux glaciations, qui étaient d'ailleurs deux glaciations à peu près de la même intensité, puisqu'elles se sont arrêtées au même endroit. D'accord? Et puis, plus on va aller, plus on va remonter dans le temps, et plus ça va être difficile, en fait, de trouver les traces des glaciations, tout simplement parce que ces traces ont été effacées, entre guillemets, par les glaciations plus récentes. Donc, on connaît beaucoup mieux les traces de la glaciation Würm que celles de Riss, que celles de Mindel, que celles de Günz et celles de Donau. Dernière question, vous aviez une photo en fait d'une roche située dans une vallée alpine, et on voit bien que cette roche elle est constituée en fait de stries. On voit des stries. Alors qu'est-ce que c'est que ces stries? Eh bien ces stries en fait c'est tout simplement la trace du rabot glaciaire. Donc les stries glaciaires résultent d'un frottement d'une roche qui est transportée par le glacier et qui frotte contre la roche qui est au niveau de la vallée, qui constitue la paroi de la vallée. Donc, si je reprends ma diapositive, mon diaporama précédent, vous voyez bien que dans la bande bleue, vous avez des roches qui sont contenues dans la glace et qui vont venir frotter contre les roches qui constituent le fond de la vallée ou les côtés de la vallée. Donc, il va y avoir des roches transportées par la glace qui vont frotter sur des roches qui forment la paroi de la vallée et ça va constituer du coup des stries. Ces stries, si la roche est en place, alors je ne sais pas si je suis mon diaporama, j'ai regardé, oui. Si la roche est en place, ces stries, elles permettent d'indiquer la direction du coup de l'écoulement de la glace. Donc ici, il faut imaginer que je suis dans une vallée alpine. Il n'y a plus de glacier, il a disparu. On est dans une période interglaciaire, donc il a reculé. Il est maintenant dans les zones les plus hautes. Et dans cette vallée, je trouve des stries qui montrent qu'à un moment donné, il y a eu le glacier. Le glacier était jusqu'ici. Et du coup, là, je vois que j'ai des stries qui ont cette direction-là. Ça veut dire que du coup, mon glacier, il s'est écoulé dans cette direction-là, dans une direction, entre guillemets, est-ouest. Mais attention, est-ce qu'il allait de l'est vers l'ouest ou est-ce qu'il allait de l'ouest vers l'est? Ça, j'en sais rien. Alors, j'ai pas véritablement d'indication. Après, souvent, ce sont des stries qui datent des dernières glaciations. Ça veut dire qu'en gros, la topographie de la vallée n'a pas énormément changé. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de dire où est le point le plus haut, donc où est l'amont, où est le point le plus bas, où est du coup l'aval. Et forcément, la glace, elle s'écoule dans le sens par la gravité, donc dans le sens de la pente. Et donc, du coup, en définissant du coup la direction et en regardant du coup la pente de la topographie de la vallée, vous êtes capable de supposer du coup le sens d'écoulement. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice 1? Alors voilà, donc ici, je vais revenir du coup à mon cours. Hop, je vais changer la fenêtre et on va passer du coup à un deuxième modelé. Non, c'est celui-là. C'est le modelé karstique. Donc, vous aviez un grand B, des modelés où l'altération chimique, cette fois-ci, domine, impliquant d'abord la dissolution des carbonates, exemple du modelé karstique. Alors, le modelé karstique, en fait, il va apparaître quand on va avoir surtout des plateaux glaciaires, des plateaux calcaires, excusez-moi. Donc, c'est un modelé qui n'est pas très qui peut être présent à la fois en climat tempéré comme en climat intertropical, mais ça va être surtout présent quand on va avoir des plateaux calcaires. Les plateaux calcaires, c'est constitué du coup d'une roche qu'on appelle le calcaire, qui sont constitués de minéraux qui sont des carbonates, et notamment du carbonate de calcium, un CaCO3. Alors, il existe on verra ça, mais il existe deux grands minéraux de carbonate de calcium, c'est la calcite et l'aragonite. Le processus d'altération chimique sur les carbonates, c'est pas un processus d'hydrolyse, c'est un processus de dissolution. Ça veut dire que CaCO3 va donner des ions Ca2+ et CO3- ou HCO3-. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase particulière. La dissolution, elle
elle provoque une disparition de la phase solide. Hein. On n'a pas d'argile, on n'a pas de minéraux néoformés. Hein. On va avoir simplement des ions qui sont du coup embarqués. Alors, ça va du coup créer des formes particulières, hein, comme par exemple ici, sur un plateau calcaire, on voit que ce plateau calcaire, il est couvert finalement de fractures verticales qui ont été élargies par la dissolution. Hein, donc, il faut imaginer que ce plateau calcaire, il y avait des diaclases. Hein, il y a eu des fractures qui sont liées au sheeting, qui sont liées potentiellement à des contraintes tectoniques. Et ces diaclases, l'eau s'est infiltrée dans ces diaclases, hein, dans ces fractures. Et en s'infiltrant, elle a commencé à dissoudre du coup le calcaire qui constituait la paroi de ces fractures. Et du coup, ça a élargi du coup les fractures. Et on obtient comme ça un plateau hein, où la surface est complètement crevassée. Hein, et c'est ce qu'on appelle des lapiaises ou lapiases. Alors, à la surface d'un plateau calcaire, on peut aussi avoir comme ça des cuvettes, hein, des cuvettes que l'on a ici. Hein, ces cuvettes, ce sont ce qu'on appelle des dolines, c'est-à-dire que l'eau a dissous hein, le calcaire et a formé ces cuvettes. Et elle a embarqué du coup tous le Ca2+ et le CO3- qui formaient du coup les minéraux carbonatés, hein, la calcite et l'aragonite. Et elle va laisser sur place toutes les impuretés qui étaient contenues dans le calcaire, notamment des minéraux argileux. Et du coup, au fond de ces dolines, là, on voit bien qu'on a une cuvette. Au fond, on peut avoir comme ça des couches d'argile, hein, de terre argileuse. Et on sait que les terres argileuses, ce sont des terres qui sont cultivables, alors que sur le dessus du plateau, c'est vraiment du calcaire et vous pouvez rien faire pousser. Hein. Donc, au fond des dolines, quand vous avez des argiles de décalcification, hein, c'est-à-dire que des argiles qui sont issues, enfin, ce sont les restes de la dissolution des calcaires. On a embarqué tous les minéraux carbonatés, hein, on les a dissous et embarqués, et on a laissé que les argiles qui étaient en impureté dans ces calcaires, et ça s'accumule du coup au fond, et c'est les seules terres qui sont cultivables. Donc autrement dit, hein, les plateaux calcaires, ce sont pas du tout des terrains agricoles. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que, je vais revenir du coup sur le document 5, c'est que les rivières peuvent vraiment s'encaisser hein, en réalisant du coup la dissolution du coup du plateau. Les rivières, les cours d'eau vont vraiment s'encaisser, hein, vont creuser du coup le plateau. Hein, ça va donner du coup une vallée fluviatile qui va avoir des parois très très encaissées. Hein, c'est ce qu'on appelle du coup un canyon ou des gorges. Hein. Dernière chose, cette dissolution, elle va se faire en surface, mais aussi dans la masse du plateau calcaire, et ça va donner du coup des cavités, hein, comme par exemple des grottes. Hein. Et ces grottes, parfois, le plafond de ces grottes va s'effondrer et ça va donner ce qu'on appelle des gouffres ou des avennes. Donc là, par exemple, ici, sur le plateau, vous avez le toit d'une grotte qui s'est effondrée et ici, ça donne du coup un gouffre ou un avenne hein, sur cette photographie-là. Dans ces grottes ou dans ces cavités, en fait, on va trouver des concrétions calcaires comme des stalagmites et des stalactites. La stalactite, elle tombe, alors que la stalagmite, elle monte. Donc là, ce sont des stalactites, hein, puisqu'elles tombent. Oui. Voilà ici, je vous avais mis une diapositive d'un modelé karstique poussé à l'extrême. Hein, c'est la vallée d'Along au Vietnam. Hein, à l'origine, en fait, on avait un immense plateau calcaire et on a dissous quasiment l'intégralité de ce plateau calcaire. Il n'en reste plus que des monticules. Hein, qui donnent du coup ces paysages un peu caractéristiques de l'Asie du Sud-Est. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que ces rivières, hein, j'ai oublié de le préciser, elles s'encaissent, mais parfois elles vont même s'infiltrer et passer en souterrain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir véritablement des rivières souterraines hein, dans les cavités creusées dans le massif calcaire. Et quand une rivière disparaît dans un massif calcaire, on appelle ça une perte. Et quand il ressort en bas du massif, au pied du massif, on appelle ça du coup une résurgence. Hein. Alors, quand il n'y a pas de rivière qui
qui disparaît, mais que c'est simplement des eaux d'infiltration qui vont alimenter une rivière souterraine qui réapparaît, et bien à ce moment-là, on ne parle pas de résurgence, mais on appelle ça une émergence, hein, puisqu'il n'y a pas eu de rivière à disparaître. Bon, la plupart du temps, c'est quand même une perte suivie d'une résurgence. Alors, vous aviez un petit exercice 3 à réaliser, donc je vais le corriger, hein, qui était simplement d'aller regarder justement 2 sources de rivières. Je vais changer ma fenêtre. Alors, vous deviez aller voir, non, c'était pas celle-ci, hop. Donc, je me suis trompé, je recommence. Donc, vous deviez en fait aller voir la source de la Loue, hein, donc une rivière du Jura. Donc ici, j'ai fait une capture d'écran en fait de la carte IGN. Donc vous voyez bien ici l'échelle, elle est de 50 mètres. Donc on voit bien que au tout début, en fait, au niveau de la Loue, notre rivière, elle fait déjà, si on prend si on prend l'échelle, elle fait déjà au moins 5 à 10 mètres. Donc, elle n'existe pas avant. Et tout de suite, elle est de 5 à 10 mètres. D'ailleurs, regardez ici, j'ai mis une photographie du coup de cette source de la Loue. Hein, vous voyez bien que vous avez une sorte de torrent comme ça qui sort d'une falaise, hein, au pied d'une falaise. Je vais prendre maintenant la source de la Loire, qui n'est pas une rivière, mais qui est carrément un fleuve, hein, qui prend sa source au niveau du mont Gerbier de Jonc en Ardèche, hein, donc dans le massif, sur l'est du massif central. Et là, regardez, sur la carte IGN, on a des petits pointillés, hein, et si on mesure, on est forcément de l'ordre de moins d'1 mètre. Et quand on regarde la photo, regardez, c'est un tout petit filet, hein, ici où commence ce grand fleuve, la Loire, hein, qui finira par se jeter dans l'océan. Donc ici, on voit bien qu'on a 2 sources qui n'ont pas du tout le même débit, hein, au départ. Alors, qui a une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être du coup la Loue pour comme ça avoir déjà un débit extrêmement fort dès la source? Ça pourrait être une résurgence. Voilà, exactement. Donc, c'est une résurgence, hein. Donc ici, vous avez un exemple de résurgence, c'est-à-dire qu'en réalité, en fait, la Loue, il s'agit, alors, j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une émergence, c'est-à-dire qu'on a un grand plateau qui est là plus au sud, et de l'eau du coup s'infiltre, ou alors c'est une rivière qui disparaît dans le plateau et qui réapparaît du coup. Qui est très fort de résurgence ou peut-être d'émergence, hein, il faudrait que je recherche dans les environs. Donc voilà. Donc voici pour comment le modeler karstique. Donc je reviens, hop. Alors je vais maintenant parler. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ce modelé karstique? Pas de questions? Alors je reviens du coup maintenant sur. Je vais revenir sur des roches qu'on connaît un peu mieux. Sur le granit, on va changer, hein, donc un granit qui est une roche magmatique, donc constituée de minéraux de silicate, et donc du coup qui subissent pas une dissolution, mais eux une hydrolyse. Et donc on va avoir l'hydrolyse poussée du granit, hein, donc quand il y a une altération chimique qui domine, hein, et c'est ce qu'on va appeler le profil de latérisation. Donc ça intervient notamment en climat équatorial, hein, ou en climat. Hop. Il va falloir que je change mon diaporama. Là, j'ai laissé climat tropical humide, mais c'est climat équatorial. Donc, si je regarde le profil ici, on avait vu l'altération chimique. On sait que ça va être une hydrolyse, hein. Je vous rappelle qu'on va embarquer quasiment tous les cations, sauf l'aluminium et aussi le fer qui sont les plus insolubles, hein. C'est surtout l'aluminium qui est très insoluble. Le fer est aussi très insoluble, hein, mais un tout petit peu moins, mais
pas très loin. Par contre, bah, le silicium, lui, quand il sort, il est globalement plus soluble et il va se faire embarquer. Donc ici, si je fais, donc vous aviez une image sur votre poly ici de profil d'altération en climat du coup équatorial. Donc vous en avez que d'ailleurs que le début. Donc vous avez le petit enfant là qui vous permet d'avoir une échelle. Et donc si je creuse comme ceci, bah, tout au fond, je vais avoir d'abord la roche saine et qui serait appelé du coup l'horizon C. Et puis si je vais un petit peu au-dessus, je vais retrouver des morceaux, des fragments en fait du granit, dans lequel je peux encore reconnaître la minéralogie du granit. Donc cette couche où on a un mélange déjà d'argile, mais la présence aussi de boules, et ben ces espèces de boules, ces espèces de fragments, ça s'appelle des saprolites. Donc là, on commence l'altération. Donc là, on est passé du coup dans l'horizon B. Et puis, très rapidement, on voit disparaître du coup les boules et on n'a plus que uniquement, en fin de compte, des argiles et qui est ici une argile de type kaolinite. Sur le côté, vous avez l'analyse minéralogique en fait du profil d'altération. Donc, attention, c'est pas de la chimie. C'est-à-dire que là, on vous donne pas des oxydes, mais on vous donne des minéraux. Et ce qu'on a considéré comme référence, pour garder une référence, on a considéré que le quartz, qui est d'ailleurs le minéral le plus résistant à l'altération, va rester constant. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on a fait cette hypothèse simplificatrice. Et donc, on voit au début, quand on était au niveau de notre roche-mère, on avait du quartz, de l'orthose, donc du feldspath potassique, qui fait partie de la famille des feldspaths alcalins, des feldspaths plagioclases, et puis de la biotite, le mica noir. Donc, vous voyez bien qu'une roche qui est constituée à peu près d'un tiers de quartz, d'un tiers d'orthose et d'un tiers de feldspath plagioclase et une petite minorité, en gros, de biotite, c'est bien la composition d'un granit. Et très rapidement, regardez, ce que vous voyez, c'est que les orthoses et les feldspath plagioclase, mais aussi d'ailleurs les biotites, disparaissent quand je remonte le profil au profit d'un minéral qui apparaît, qui est en vert et qui est la kaolinite. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire de l'hydrolyse et même de l'hydrolyse assez poussée puisque on a la kaolinite, je vous rappelle que c'est une argile TO, c'est-à-dire avec autant d'aluminium que de silicium. Donc ça veut dire qu'on a lessivé beaucoup de silicium pour rétablir. Je vous rappelle que l'orthose, c'est 3 silicium pour un aluminium. Donc, si on veut arriver à 1 silicium pour 1 aluminium, ça veut dire qu'on a fait partir les 2 tiers finalement du silicium. Donc, on a fait de la monosialitisation et on obtient de la kaolinite. Donc, ça veut dire que ce qu'on nous a représenté ici par du rose avec des petits traits, c'est des argiles et ce sont des argiles de la kaolinite. À côté de ça, on voit qu'on a déjà la présence de 2 autres minéraux, de la gypsite, qui est un hydroxyde d'aluminium, AlOH 3 fois. Je vous rappelle que quand l'aluminium sort des réseaux cristallins, il s'associe avec OH- et donne un hydroxyde d'aluminium qui est la gypsite et qui est un minéral qui précipite. Donc, il va pas être… on est dans quelque chose qui est insoluble. Et le fer, c'est la même chose, mais là, ça va former du FeOOH. Donc, O, c'est pour oxy, OH pour hydroxyde de fer, du coup, et c'est la goethite qui aussi commence à se former. Par contre, là, pour l'instant, elles sont encore, ces 2 minéraux, ces 2 hydroxydes et oxyhydroxydes sont encore relativement minoritaire, c'est la kaolinite qui est dominante. Donc, quand je suis dans arène plastique, quand je suis dans arène plastique, il s'agit en fin de compte d'une couche où on a quasiment que de la kaolinite, beaucoup de kaolinite. Et justement, plastique, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est plastique, c'est un peu quelque chose qui est malléable. Pensez par exemple à la glaise des potiers. Quand ils font des sculptures comme ça en glaise, ce sont des argiles. Les argiles, c'est plastique. Ensuite, au-dessus, vous avez une petite couche qui est constituée d'argile tachetée. Tout simplement, c'est encore de la kaolinite,
Mais là, cette fois-ci, on commence à avoir des accumulations un peu plus fortes de gypsite et de goethite, hein, donc d'hydroxyde d'aluminium et d'oxyhydroxyde de fer. Or, la goethite, ça a une couleur rouille. Donc, du coup, mes kaolinites qui étaient blanches, ma kaolinite qui est blanche, elle devient de plus en plus colorée. Hein, donc, on appelle ça, du coup, des argiles tachetées. Donc là, j'étais dans l'horizon B, hein, et puis je vais passer dans l'horizon A, où cette fois-ci, j'ai la cuirasse alumino-fuligineuse. Donc là, on voit bien que prend beaucoup d'importance finalement la gypsite et la goethite, hein, les oxyhydroxydes de fer et d'aluminium. Et cette partie-là, du coup, va donner quelque chose qui va être très coloré, hein, qui est du coup très riche en aluminium et en fer, qui peut même être exploité. Hein, c'est ce qu'on appelle la cuirasse alumino-ferrugineuse ou la cuirasse latéritique. C'est du coup l'horizon A. Et puis au-dessus, j'ai l'horizon humifère, c'est-à-dire l'horizon qui contient de l'humus, qui porte de l'humus. Alors l'humus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les arbres, enfin les végétaux de façon plus générale, qui avec les feuilles qui tombent, avec les végétaux qui sont en fin de vie, mais c'est aussi par exemple les déjections des animaux ou les cadavres des animaux. Tout ça va se décomposer partiellement et ça va du coup enrichir la couche la plus superficielle en matière organique en décomposition, c'est l'humus. Donc ici, en fait, c'est le sol des biologistes. Hein. Donc l'horizon humifère, c'est le sol des biologistes, alors que les géologues, le sol, c'est de la surface jusqu'à trouver l'horizon C de la roche mer saine, hein, de la roche mer fraîche. Donc du coup, le sol du géologue, c'est beaucoup plus large. Hein, c'est finalement les horizons A, B, plus le sol, qui constitue du coup plus l'horizon humifère qui constitue du coup le sol. Donc voilà. Une fois que j'ai du coup regardé ça, une dernière chose qu'il faut regarder, c'est l'échelle. On voit bien que là, le profil d'altération, il est très épais. Hein, on peut aller jusqu'à 20 mètres d'épaisseur. Alors du coup, si je prends ma photo, ce que vous voyez ici, alors tout là-haut, en fait, on aurait le sol, mais qui est extrêmement fin. Hein, ce sont souvent des sols qui sont très peu fertiles. Et là, tout ce que vous avez ici et qui est vraiment extrêmement rouge, hein, le plus rouge, voire même extrêmement rouge, très 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 rouge au sommet, c'est la cuirasse alumino-ferrugineuse, hein, ou cuirasse latéritique. Et ce qui a coloré en rouge cette cuirasse, c'est la goethite, hein, qui contient du coup du fer et qui est couleur rouille puisqu'on est en présence d'oxygène. En bas, on voit bien qu'on passe dans des sols qui est de plus en plus blanc. Et le blanc, c'est la kaolinite. Et ici, on voit bien qu'elle est encore, elle est un peu quand même, elle n'est pas tout à fait blanche, hein, elle est jaune. Et on est dans la zone tachetée. Donc là, ce que vous avez en photo, vous avez uniquement, en fin de compte, de là jusqu'à à peu près là. Hein, donc, ça veut dire que vous avez l'horizon humifère qui est à peine présent ici. Hein, on voit bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de culture. Hein, donc, en fin de compte, vous avez directement quasiment la cuirasse ferrugineuse et le début de l'argile tachetée. Donc, il vous manque tout le reste. Hein, vous ne l'avez pas sur la photo. Et effectivement, c'est concordant puisque ici, j'ai peut-être un affleurement qui fait moins de 10 mètres. Donc, ça veut dire qu'on a encore au moins autant en profondeur. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur ce profil de latérisation, c'est-à-dire un profil d'altération chimique du granit en climat équatorial? Alors, dernière chose, on va parler maintenant de notre région. On va passer en climat tempéré, hein, donc toujours avec le granit. Donc, on va être toujours en hydrolyse, mais beaucoup moins poussée, en hydrolyse plus, on va dire, ménagée. Hein, et on va parler de profil à ce moment-là d'arénisation. Alors, c'est quelque chose, pour certains, que vous avez vu du coup l'année dernière, hein, en terminale, quand vous avez fait un peu de roches sédimentaires avec l'érosion des continents. Alors ici, vous voyez bien que vous êtes sur un
un profil qui est beaucoup plus restreint, puisque le profil d'altération, ce sera 1 ou 2 mètres. On retrouve toujours un sol humifère au sommet, donc avec du coup de l'humus, hein, ce qu'on va appeler un sol brun, alors que l'autre, c'était un sol ferralitique, hein, tout simplement parce qu'on a la présence de beaucoup de fer. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je suis dans la cuirasse alumino-ferrugineuse, ben, ça veut dire que j'ai quitté la monosialitisation et je suis passé dans la lalitisation. Ici, je vais être simplement en bisialitisation, puisque si vous regardez, hein, l'argile que je vais former, c'est l'illite. Donc là, pareil, hein, je retrouve du coup ici un diagramme qui m'indique la composition minéralogique en teneur massique, hein, en proportion massique, avec ici du coup le quartz qui a été qu'on considère comme restant constant. Hein, c'est une hypothèse qui est simplificatrice. On a ici l'orthose. On voit bien que l'orthose, là, ne disparaît pas. On en retrouve jusqu'en haut du profil. Ensuite, on a les feldspathe-plagioclaste qui ne disparaissent pas non plus. Donc, on voit bien que là, l'altération, elle est beaucoup plus ménagée. Elle n'est pas extrême comme tout à l'heure. Sinon, ces minéraux auraient disparu. La biotite, qui, elle, finit par disparaître, hein, qui est un minéral qui est beaucoup moins présent. Et puis, on a la présence d'oxyde et d'oxyhydroxyde de fer, de goethite. Et enfin, l'illite, qui est du coup l'argile TOT, une argile TOT donc de 1. Donc ça veut dire que là, l'altération, elle a été beaucoup plus restreinte, hein, ménagée. Du coup, on a fait partir un peu de silice, mais pas autant par rapport à l'aluminium. Donc on reste dans un rapport, on va être dans un rapport 2-1 qui permet de faire du coup une argile comme l'illite. Alors, du coup, si je replace mes horizons, hein, mon horizon, du coup, c'est roche-mère. Ensuite, on va avoir, avec la présence de saprolite, hein, donc de boules de granit, et ensuite, on va avoir une arène sableuse, donc, ça, c'est l'horizon B. Et puis, enfin, on a l'horizon, non, excusez-moi, là, on a l'horizon, du coup, B et on n'a pas d'horizon A puisqu'il n'y a pas de cuirasse et on se retrouve directement sur l'horizon humifère. Donc, si je regarde une photo, regardez ici, vous avez la couche humifère, donc le sol des biologistes qui est ici. Et puis, quand je m'enfonce, je vois qu'on a des boules de granit. Hein, et si je m'enfonce de plus en plus, je finirai par trouver le granit frais. Donc là, on voit que les boules sont en train de se dégager. Hein, et puis, entre les boules, apparaît une sorte de sable argileux. Hein, et c'est ce qu'on appelle l'arène granitique, où dedans, on aura des grains de quartz, beaucoup, hein, quelques grains des grains d'orthose, de feldspathe-plagioclaste, et surtout, on va avoir de l'argile qui est du coup de l'illite. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup l'arène granitique. Donc là, vous avez un profil, ce qu'on appelle, puisque ça donne une arène granitique, ce qu'on appelle un profil d'arénisation. Si je fais passer de l'eau en grande quantité et que j'embarque toute l'arène granitique qui est autour des boules de granit, il va rester simplement du coup les boules de granit et ça donne ce qu'on appelle un chaos granitique, comme ici à Ploumana, en Bretagne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce profil d'arénisation? Donc voilà, donc là on a fini du coup les différents modelés. Hein, donc les modelés qui sont au programme du coup c'est le modelé glaciaire, c'est le modelé karstique. Donc glaciaire, ça veut dire qu'on est dans un climat montagnard, un climat polaire. Karstique, là ça implique qu'on ait affaire à un plateau calcaire. On peut être dans un climat tempéré comme un climat intertropical, hein, tropical ou équatorial. Ensuite, vous avez le profil de latérisation. Donc là, ça veut dire que j'ai affaire à un granit et je suis en climat équatorial. Et puis le profil enfin d'arénisation où je suis en climat, j'ai toujours un granit, mais je suis en climat tempéré. Donc dans les deux cas, je serai en hydrolyse, mais dans le premier cas, je serai en hydrolyse très poussée, dans le deuxième cas, je serai en hydrolyse ménagée. Alors que
pour le profil karstique, je suis en dissolution avec les calcaires. Et enfin, pour le modelé glaciaire, je suis en altération physique, c'est-à-dire en thermoclastie, en cryoclastie et en rabot glaciaire. Donc, à travers ces différents modelés, vous voyez bien qu'on a plein d'exemples en termes de roche qui est altérée, de nature de roche qui est altérée, en termes de processus. Donc, est-ce que c'est du calcaire, est-ce que c'est des granites? En termes de processus, est-ce que c'est du chimique avec de l'hydrolyse ou de la dissolution, ou est-ce que c'est de l'altération physique? D'accord? Donc voilà, on a du coup terminé ce chapitre 1. Donc à bien retravailler, c'est un chapitre qui n'est pas très très difficile. Il y a eu à un moment donné un peu plus de difficultés quand on était sur l'altération du coup chimique, mais bon, c'est pas si dur que ça. Vous avez par contre des inconditionnels à connaître. Vraiment là où j'ai mis les LISA, c'est très très important parce que c'est des diagrammes qui sont très très classiques. Donc le diagramme de Goldschmidt à savoir utiliser, très très important. Le diagramme, je me rappelle plus, il est là, d'accord. Vous pouvez regarder aussi celui-là parce que ça montre un peu plus de complexité que le diagramme de Goldschmidt en tenant compte d'autres paramètres comme le pH et la concentration. Donc, il faut savoir les utiliser. L'autre diagramme inconditionnel, vraiment très, très important, c'est le diagramme de Hallström qui est ici, qu'on a fait. Et puis, ce diagramme de Pedro, ce graphique de Pedro, qui est aussi très important pour s'y retrouver. Vous voyez d'ailleurs que ce qu'on a fait là aujourd'hui avec les profils d'arénisation et de latérisation, en fait, ils sont présents sur sur ce diagramme de Pedro. Ici, regardez, vous retrouvez la roche-mère, vous retrouvez une roche-mère en voie de désagrégation, puis ensuite la présence de Lilith. Donc, il ne reste plus qu'à mettre un horizon humifère, c'est-à-dire un sol de biologiste, et vous vous retrouvez avec un profil d'altération complet. Et là, pareil, regardez ici, la roche-mère saine, en voie de désagrégation qui donne du coup les boules, ce qu'on appelle les saprolites, la kaolinite, et puis ensuite la cuirasse. Et donc là, vous retrouvez du coup le sol ferralitique, autrement dit le profil de latérisation. Donc ça, ce sont vraiment des inconditionnels. Et puis après, je vous invite fortement à bien regarder toutes les images que je vous ai mises, puisqu'au concours, vous aurez des interprétations de paysages, de roches, et qu'il faudra du coup bien regarder. Donc c'est à la fois en connaissant bien vos schémas et en ayant regardé déjà un peu les photos, que vous allez vous dire, bon bah là, voilà, ils essayent de me montrer tout ce, ils essayent de me, enfin, le jury essaye de me montrer, du coup, de me faire découvrir un élément qui est effectivement au programme, que ce soit les lapiaz ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, sur ce chapitre? Alors, pour aujourd'hui, en fait, vous allez avoir la première